les témoignages, ou presque, concordent et sont très accablants. En écoutant certains, c'est sûr, vous aurez certainement des sueurs froides. Depuis des années, des entraîneurs et dirigeants du football africain abusent de jeunes garçons en leur faisant miroiter du temps de jeu et des contrats en échange de faveurs sexuelles. De Haïti au Cameroun, en passant par le Gabon, la RDC et j'en passe, le phénomène est fortement présent dans les milieux sportifs et très peu osent en parler. Afin d'éclairer la lanterne de l'opinion publique et sauver la jeunesse africaine de ce dangereux virus qui décime les jeunes et brise des rêves, nous avons décidé d'organiser ce grand format dans le cadre de notre émission Bonne Gouvernance pour vous permettre de tout comprendre ou alors de mieux comprendre. Dans l'acte 1 de ce jour, le thème retenu est la pédocriminalité au sein du football africain, le cas du Cameroun. Pour en parler, nous avons convié 3 confrères et aux profils divers et avec en commun le journalisme et l'écriture. Ces 3 personnages assez engagés, chacun dans son domaine, qui chaque jour s'investit pour apporter un peu plus d'éclairage à l'opinion. Et dans le cadre de cette interview au grand débat, nous allons progressivement faire entrer nos invités en fonction des thématiques qui auront été retenues pour cette émission. Et le premier d'ailleurs, parce qu'il est important de rappeler pour ce qui concerne les thématiques que nous avons retenues, 3 axes majeurs dans le cadre de ce grand débat. Le premier point nous permettra d'analyser la dernière enquête publiée par M. Romain Molina. Et le deuxième axe de ces débats sera axé sur le point sur les faits dénoncés au Cameroun, parce qu'on le sait que depuis la publication de cette enquête, des voix se lèvent au Cameroun, certaines pour dénoncer, d'autres pour contester, essayant quelquefois de protéger les présumés coupables, on en parlera. Et la troisième partie de cet entretien sera consacrée aux conséquences et responsabilités dans le cadre de cette pratique, combien insalubre et même dangereuse pour le développement du sport en général et du football en particulier en Afrique. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être toujours fidèles au programme de l'Afrique d'une seule voix. Bonne gouvernance de ce numéro vous offre un format hors série dans le cadre du grand débat. Le premier invité de ce soir est M. Romain Molina. Il est journaliste d'investigation et écrivain. Né le 3 mai 1991 aux Andes-Océans, en Isène, il est journaliste d'investigation français indépendant résidant en Espagne. Il s'est notamment fait connaître par ses livres sur le football et par son travail d'enquête sur certaines dérives et scandales cachés au sein du monde du football national et international, ayant notamment impliqué certains dirigeants de des fédérations ou de la FIFA. Publiant des enquêtes pour des New York Times, des Guardian, CNN, BBC, Le Temps, il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur le sport tels que Galère Football Club, Génération Parker, Une Emery, sur les caractères mafieux d'une partie du monde du football et ses instances nationales et mondiales. Il est passionné de basketball et joueur semi-professionnel de ce sport. Il anime également une chaîne YouTube autour du sport et principalement du football. Romain, bonsoir et bienvenue. Mais merci pour l'introduction surtout. Tu vas bien, Romain? Écoute, ça va. Bah, beaucoup de travail avec tout ce qui se passe dans les dossiers, mais on combat. Alors, on va commencer très clair, Romain. Je l'ai annoncé à l'entame de cette interview que c'est sans filtre, mais c'est surtout objectif, parce que derrière cet engagement, nous voulons sauver des vies. Et je pense que pour le faire, on se doit d'être tout d'abord objectif nous-mêmes, sincères envers nous-mêmes. Et le métier que nous avons choisi de faire, nous le confère bien évidemment. Donc, nous allons rester dans le respect scrupule de l'éthique et de la déontologie du métier que nous avons choisi, qui est d'ailleurs universel. Alors, je voudrais savoir, Romain, on te reproche très souvent, on va se tutoyer pour faciliter le langage, puisque nous adressons à un public divers et surtout à la jeunesse sportive. Alors, Romain, on te reproche très souvent d'être proche des oppositions africaines, du moins dans les pays où tu as eu à mener des enquêtes. Je vais prendre le cas du Gabon, que j'ai très bien connu, et même le cas du Cameroun aujourd'hui, parce que quelquefois, lorsque tu annonces les signaux
de tes prochaines enquêtes. Et très vite, on te voit souvent offrir soit une interview à un influenceur du pays concerné et l'opinion caricature souvent ceux que tu choisis pour offrir ces interviews comme étant des personnes très proches de l'opposition et par ricochet estime que quelquefois tu peux être manipulé par des personnes qui ne sont pas toujours d'accord avec les systèmes dirigeants. Qu'en dis-tu aujourd'hui, Romain? Bon, bah déjà, premièrement, moi, dans ce que je traite, j'ai fait des cas dans le monde entier, à commencer par la France d'ailleurs, notamment sur la pédocriminalité. Maintenant, quand je fais des cas, je fais le Gabon, la RDC, Haïti et autres, mon travail, il n'est pas politisé. C'est-à-dire que j'ai aucune légitimité déjà à évoquer la politique gabonaise ou camerounaise, parce que je ne connais pas assez, donc j'écoute les gens. Et je m'en reste au terrain, à ce qui se passe réellement dans le domaine sportif, parce que je n'ai pas les compétences pour parler ailleurs. Dans le Gabon, il faut quand même saluer le travail de certains activistes, certes peut-être en opposition au gouvernement, mais qui ont quand même énormément donné contre ce fléau-là. De la même manière, il faut saluer quand même le travail des autorités gabonaises qui ont quand même inculpé 6 personnes et 5 sont toujours en détention à la prison centrale de Libreville pour des faits de pédocriminalité. Ce qui montre que quand une autorité veut, elle peut. Et ils ont très bien fait le travail, je peux te dire, pour avoir fait le suivi avec certaines victimes, notamment dans le taekwondo et le tennis, qui a eu vraiment un énorme respect, à tous les niveaux. Ça a été très très bien fait, donc il faut les saluer. Donc moi, si tu veux, après, si des gens, on va dire, de médias plus étatiques m'invitent autres, je répondrai de la même manière, en fait. Moi, je regarde pas trop à ce niveau-là. Mon but, c'est comme tu le disais en introduction, c'est déjà de libérer la parole, de permettre à ce que ce sujet soit sur la place publique, que ce soit au Cameroun, en France ou ailleurs, parce que si on veut combattre ça pour la jeunesse, il faut d'abord en parler. Donc je réponds comme cela, et je suis personne pour juger les opinions des uns et des autres. Je pense qu'il n'y a qu'une seule, et que Dieu qui peut juger, surtout pas un être humain comme moi. Donc c'est pour ça que la première fois, j'accepte toujours. Donc si un média étatique m'invitait, de la même manière, je répondrai oui. Alors, peut-être avant de prendre notre deuxième invité, alors, pourquoi le cas du Gabon? On vous a vu discuter avec un influenceur très pro de l'opposition, Badekon en chef. Ouais. Pour le cas du Cameroun, on vous a vu discuter avec Boris Botol, Ouais. qui est caricaturé comme, bien que journaliste, mais très proche de l'opposition. Je voudrais juste savoir, quelques secondes, Romain, sous quelle base tu fais le choix de tes premières sorties lorsque tu es sous le coup d'une enquête aussi importante que celle de la pédocriminalité au sein du football africain? Bon, déjà, tous mes entretiens et interventions, elles se déroulent après publication dans un média international. Pour le Gabon, c'était dans le Guardian. Pour le Cameroun, c'était dans Blast. Après, ça dépend des demandes que j'ai. Si tu veux, des fois, j'ai RFI ou autre, hein. Alors là, c'était pas le cas pour le Cameroun, mais pour le Gabon, j'ai fait France 24, j'ai fait TV5 Monde. Et le Batco en chef, donc Yann, m'avait contacté, etc. Et donc j'avais dit oui, tout simplement, parce que j'aimais la démarche. Moi, encore une fois, et on pourra entendre, j'ai jamais politisé un de mes discours. Moi, je reste de la même manière, je reste à mon domaine. Je vais pas m'improviser autre chose. Et vis-à-vis du Cameroun, j'ai pas reçu d'autres demandes, en fait. Là, toi, par exemple, prends ton exemple. Tu as voulu qu'on fasse ça, j'ai dit oui. J'ai dit ok, la démarche, moi ça me va. Encore une fois, je suis personne pour juger. Et de la première fois, je parle avec tout le monde. Et mon travail n'est pas contre un État ou autre, parce qu'encore une fois, j'ai absolument pas les compétences et la légitimité pour parler de ça. Voilà, alors nous allons donc prendre notre second invité de ce jour. Merci Romain d'avoir aussitôt accepté de te prêter à ce jeu. Voilà. Alors notre deuxième invité de ce soir, mesdames et messieurs, est journaliste, écrivaine et entrepreneur. Elle est fondatrice de MMA Group qui comporte Vivia News, CAD Publishing, CAD Agency, CAD CAD Head Foundation, dont c'est 4 entreprises en un dans le groupe MEMA Group, et qui a également une maison d'édition et bien sûr une agence événementielle, CA-Aid Foundation, qui est l'ONG internationale basée en Irlande, au Cameroun et en Afrique du Sud, avec des points focaux au Sénégal, au Burkina et en Côte d'Ivoire. Elle est également l'auteur de ma version des faits, Histoire d'une vie, dans laquelle elle raconte le viol en milieu familial dans ce livre. Et je précise également que notre deuxième invitée est ambassadrice AU-CFA pour la campagne Africa Education en Afrique francophone et à l'OMI depuis 2017.
Elle est très présente dans les médias. Elle a également été éditrice du livre Debout du journaliste international d'origine camerounaise Martin Camus-Ming. Un livre, bien évidemment, qui a fait une polémique bien après, suite à un scandale sexuel, cette fois encore, qui impliquait le même Martin Camus-Ming. Et objectivement, elle a décidé de stopper la distribution de cet ouvrage. Elle nous dira certainement sa version des faits en quelques secondes, bien que ça ne soit pas à l'objet de cette émission. Karine Mambo, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Pablo, je comprends un peu ta difficulté dans la prononciation peut-être des entreprises, je comprends. Ouais, c'est un peu trop anglo-saxon. Merci. Pour t'aider un tout petit peu, c'est bel et bien Mema Group, c'est Kate 8 Foundation, c'est Kate Publishing, c'est Via News, voilà, et puis c'est Kate Agency pour l'agence événementielle. Alors, Kate 8, CAD, en fait, c'est Crystal Adriana Doré, qui est donc le prénom de ma fille, que j'ai mis dans cette entreprise-là pour... et Mema, ce sont mes abréviations de mes propres noms. Donc, c'est un peu ça qui fait tout le groupe. Merci de m'avoir invité pour parler de ce sujet que je trouve extrêmement sensible parce que moi, je suis aujourd'hui une survivante de viol infantile et c'est l'une des raisons majeures pour lesquelles j'ai décidé de créer justement cette organisation non gouvernementale pour aider parce que je connais la douleur de chaque victime pour les aider justement à traverser l'étape de victime à survivant parce que ce n'est pas quelque chose de facile déjà de s'ouvrir, de briser le silence. Ça m'a pris tellement de temps. Et c'est seulement en 2017 que moi-même, j'ai pu avoir la chance et le courage de briser le silence et en écrivant justement le livre, ma version des faits, Histoire d'une vie. Donc, c'est ma propre histoire que je raconte dans ce livre. Et ça me permet aussi au quotidien de me rendre compte que des Karines, il y en a plus d'une cinquantaine ou bien des milliers dans chaque pays où je pars pour faire une conférence. Donc, il est important aujourd'hui pour nous de vraiment mettre un accent assez pointilleux sur toutes ces pratiques, toutes ces personnes, tous ces bourreaux qui essaient justement de violer et de voler toute la vie de ces enfants, de ces êtres innocents. Donc, quand il s'agit de cela, je suis toujours prête. Je donnerai toujours mon énergie pour qu'on puisse faire quelque chose dans ce sens-là. Voilà. Alors, Karine, lorsque je préparais cette émission, j'ai essayé de discuter avec des personnes qui vous connaissent également, et pareil pour Romain, pareil pour Kate, justement parce que je la voulais tellement objective que je voudrais que notre opinion soit préparée à écouter cette interview avec objectivité, sans parti pris. Alors, pour toi, aujourd'hui, au Cameroun, pour ceux qui sont très proches de l'équipe dirigeante de l'instant fêtière du football camerounais aujourd'hui, on estime que Romain n'est pas très favorable avec la dirigeance de M. Samuel Eto'o, ou alors du moins serait du côté de ceux qui ne sont pas d'accord avec l'équipe dirigeante conduite par M. Samuel Eto'o. Alors, en parlant de ton cas particulier, Karine, on sait que tu as édité un ouvrage de Martin Camus, qu'après, tu as décidé de stopper la vente. On aimerait bien savoir si elle a repris entre-temps, puisque Martin a été inculpé pour des faits qui lui étaient reprochés et désormais a recouvré sa liberté. Donc, peut-être que vous êtes revenu à des bons sentiments. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut te positionner, toi également, comme faisant partie de ces personnes-là qui ne sont pas très favorables à la conduite ou alors au management de M. Samuel Eto'o à la tête de la FECAFOOT, d'où votre participation ou alors votre engagement autour de l'enquête menée par M. Romain Molina? Alors, merci pour cette question. Et justement, c'est important pour nous aujourd'hui de relever toute ambiguïté. Hein, parce que moi, je ne suis pas très réseaux sociaux, parce que je suis beaucoup plus terrain. Donc, ce jour particulièrement, je ne sais pas, je suis passée sur les réseaux sociaux, j'ai vu, il y avait une polémique qui se disait, Romain Molina, je ne le connaissais pas du tout. J'ai vu une polémique on disait il veut escroquer de l'argent à Samuel Eto'o. J'ai vu justement le message de WhatsApp où il a écrit et tout. Quand j'ai vu le nom de Capello dans ce message, j'ai dit non, tiens, je ne veux pas savoir ce qu'il y a comme rapport avec Samuel Eto'o. Là, le nom Capello m'interpelle parce que c'est quelque chose que je suis depuis 2018 et c'est une histoire que je suis au courant depuis 2006 où les enfants en parlent
Et en 2018, j'ai commencé une enquête sur ce dossier. Donc, ce que ce monsieur dit, je ne sais pas qui il est important pour moi que je fasse un communiqué clair pour lever toute ambiguïté parce que quand Capello a commencé à faire ses pratiques avec les enfants, Samuel Eto'o était qu'un joueur. Il n'était pas à l'Africa Foot, donc je ne comprends pas pourquoi on fait la corrélation entre Capello et Samuel Eto'o parce que c'est quelque chose qu'on devrait normalement être capable de dissocier. Ils font dans le foot, c'est vrai, mais quand Capello a commencé ses pratiques, Samuel Eto'o n'était pas proche de lui, en fait, à mon sens. Parce que moi aussi, j'ai été joueuse de football à l'époque avec quelqu'un qui entraînait ce qui était le Bon FC. Capello a commencé avec les jeunes garçons. Je ne sais pas s'il a pu tenir avec une équipe de femmes, mais moi, je fais partie de l'équipe des femmes de Le Bon, donc je connais très bien qui est Capello. J'étais à Bafoussam, j'y ai grandi. C'est une ville qui me connaît très, très bien. Donc, aujourd'hui, qu'on puisse parler des gens qui ne sont pas du parti de telle ou de telle autre personne, moi, ce n'est pas ma tasse de thé. Ce qui m'intéresse, c'est la vie des êtres humains, des enfants, qu'on met en danger tous les jours en les couvant et surtout en cherchant à détourner l'objectivité justement de ce qui est grave. On parle quand même d'un scandale sexuel qui sévit depuis près de 25 ans. Alors, Samuel Eto'o n'avait pas l'intention d'être à l'Africa Foot depuis plus de 25 ans. Peut-être, mais il ne l'avait pas montré. Donc, il n'était pas proche de Capello. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il était important plutôt de saluer la bravoure de Romain Molina qui vient nous dire, écoutez, vous vivez avec quelqu'un qui fait du mal aux enfants depuis pas mal de temps. Au lieu que les personnes se focalisent là-dessus, ils préfèrent des polémiques parce qu'en fait, ils cherchent toujours à changer, en fait, je ne sais pas quel est le vrai mot en français, ils cherchent toujours à détourner le débat, en fait, à masquer les choses. Il y a un mot que je cherchais en français, mais il ne vient pas. C'est vrai que ça menace un peu le français de temps en temps. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, ils veulent toujours changer, en fait, le big point. Ils veulent détourner l'attention des gens sur ce qui est important, en fait. Ouais. Voilà, ce qui est important, c'est le monsieur qui... Il y a comme quelque chose de très grave dans ce qu'il a publié. Un pédocriminel sous vos yeux depuis beaucoup d'années. Comment vous faites pour ignorer ce cas-là, pour vous focaliser sur Samuel Eto'o, il veut escroquer 25 000? Moi, je pense que quand on parle de capital humain, l'argent ne peut pas racheter. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, ayant investi beaucoup d'argent dans le livre de Martin Kamumi, j'ai décidé de suspendre les ventes. C'est mon argent, c'est mon entreprise qui a pris les risques, mais nous avons accepté de subir et de souffrir de ce manque extrêmement grave en termes de compagnie, pour ceux qui ont des compagnies qui savent le chiffre d'affaires que vous pouvez perdre en investissant dans la sorte et que quelqu'un puisse pouvoir se mêler avec ce que vous avez produit et surtout les valeurs que vous prônez à ce genre de pratique. Le livre n'a pas repris de vente et il ne reprendra pas de vente par ailleurs pour d'autres raisons qui n'ont pas suivi parce qu'il y a une démarche, il y a une déontologie. Vous avez parlé, vous avez fait mention du fait que, en fait, tu as fait mention du fait que j'étais justement ambassadrice pour EUCFA, qui est dans un sous-organe de l'Union africaine. Le CFA, c'est le Centre international pour l'éducation de la femme et de la fille en Afrique, dont je suis ambassadrice Afrique francophone et je suis alumni depuis 2017. Alors, cette campagne, justement, visait à éduquer la jeune fille. Et moi, j'ai instauré aussi le fait qu'il fallait éduquer le garçon parce que j'ai eu beaucoup de retours sur le fait que les garçons aussi étaient violés. Les garçons étaient abusés, non pas seulement par les hommes, mais aussi par les femmes. Donc, si quelqu'un ne rentre pas dans cette logique où il faut défendre les plus vulnérables, alors il doit être exclu de tout ce qui concerne Mema Group. Ça, voilà. C'est même pas et c'est même l'un des critères pour faire partie de l'équipe. Voilà, ces valeurs humaines. Du coup, tu ne pardonnes pas à Martin? Non. Malgré le fait qu'il est on peut pardonner à quelqu'un si la personne ne se focalise pas sur... Si la personne ne cherche pas à s'attaquer sur les gens qui ont fait en sorte que je sois en prison. Il faut se focaliser sur pourquoi est-ce que je suis en prison, pourquoi je suis tombée. Si vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi est-ce que je suis tombée pour changer, ça veut dire que vous ne changerez jamais en fait. Voilà. Donc, il y a une démarche à suivre. Merci infiniment Karine Mambo d'être avec nous dans ce laboratoire, je le disais encore, d'une chirurgie sans anesthésie du milieu
socio-sportifs camerounais, notamment avec ce phénomène de pédocriminalité. Notre troisième invité, j'espère tout simplement qu'il n'a pas été très impatient, mais surtout que ce qu'ont dit les prédécesseurs était assez agréable à écouter. Voilà, des parcours exceptionnels et surtout des positions qui motivent dans le cadre de ce débat. Notre troisième invité est Harold Ketchemen. On l'appelle affectueusement Harold Ketch. Il est né à Bangoua. Un salut particulier à toute la population de Bangoua, c'est à l'ouest du Cameroun. Il est passionné par les nouvelles technologies, le digital et les médias. Il est aussi féru d'histoire. Harold est un investi dans le milieu associatif, notamment en tant que président fondateur de l'association Ingénieurs sans frontières, groupe de Castres, et membre actif de plusieurs autres associations telles que Acidis, Savas, Sambé, Survie. Il est l'auteur des ouvrages Le dictionnaire de l'origine des noms et surnoms des pays africains paru en 2014, Surnoms des hommes et femmes qui ont marqué l'histoire contemporaine de l'Afrique paru en 2017, Les icônes de la musique camerounaise tome 1 paru en 2018, Le maréchal Samuel Bapélépé paru en 2019, Les coups d'État salvateurs en Afrique paru en 2019, Les icônes de la musique camerounaise tome 2 paru en 2021. Bonsoir et bienvenue, Harold. Bonsoir, Pablo. Bonsoir à tous. C'est beaucoup pour une bibliographie, hein? Ton jeune âge. Ah, merci. Bravo, bravo, Harold. Alors, Harold, pour ce qui te concerne, j'ai bien évidemment mené des enquêtes personnelles aussi, toujours pour apporter plus de crédibilité à ce débat que nous allons avoir dans un court petit instant. Et il s'avère que tu as fait l'objet d'une polémique dans laquelle tu aurais essayé de te rapprocher de l'équipe dirigeante de M. Samuel Eto'o pour certainement mettre à profit tout ton savoir-faire digital pour porter plus loin la communication de M. Samuel Eto'o, mais ce qui n'a malheureusement pas prospéré, c'est selon les dits. Et aujourd'hui, cela peut, en quelque sorte, selon, une fois de plus, les dits, justifier ton engagement farouche dans l'accompagnement de cette enquête ou alors dans le combat initié, bien évidemment, par Romain. Qu'en dis-tu aujourd'hui, Harold? Déjà, as-tu essayé de te rapprocher de l'équipe de communication de Samuel Eto'o Fils pour proposer tes services? Ce qui n'est pas une mauvaise chose en tant que Camerounais, en tant qu'Africain et expert de ton domaine. Je pense que faire des propositions allant dans ce sens à M. Samuel Eto'o, c'est avoir de l'intérêt pour l'épanouissement du football camerounais et des footballeurs camerounais. Voilà, donc il n'y a rien de mal à cela, mais l'as-tu fait? Mais sinon, surtout que je suis tombé dans des versions dans lesquelles tu as essayé de démentir cette information. On voudrait être un peu plus précis là-dessus. Mais en même temps, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que d'une part, tu t'es très vite jeté dans la mare parce que en amont, tu étais déjà un peu remonté contre le système Samuel Eto'o? Non, je dément formellement en fait cette information. Je n'ai jamais, au grand jamais, souhaité travailler avec l'équipe de communication de Samuel Eto'o Fils. Cette rumeur a été fomentée et montée par l'équipe de Samuel Eto'o Fils pour me discréditer, un peu comme ce qu'ils ont essayé de faire avec Raymond Molina. Mais à quelle fin? À quelle fin? Me discréditer pour me faire passer pour quelqu'un de corrompu. Juste pour justifier mon propos, le directeur de campagne de Samuel Eto'o Fils, lorsqu'il voulait être président de la Fédération camerounaise de football, il s'appelle Jean-Bruno Tania. Il est le président associé de Naya TV. Je travaille à Naya TV. Et Jean-Bruno Tania, le président de Naya TV, il était le directeur de campagne de Samuel Eto'o Fils à l'Africa Foot. Mais si je voulais travailler avec Samuel Eto'o Fils, il suffisait juste pour moi d'aller rencontrer son directeur de campagne. Je n'ai pas besoin de passer par des personnes autres. Il suffisait juste pour moi de dire au directeur de campagne, je souhaite bosser avec vous. Et si vous poussez votre enquête plus loin, vous allez voir que lorsque même ce directeur de campagne a été nommé, bien qu'étant mon patron à Naya TV, j'ai fait des sorties pour dire en fait que je ne suis pas d'accord en fait avec son choix de diriger la campagne de Samuel Eto'o Fils. Donc du coup, je ne peux pas dire à quelqu'un que je ne suis pas d'accord avec ton choix de diriger cette campagne et par la même occasion venir plus tard solliciter derrière des personnes pour
diriger cette campagne. Et aussi les moyens qu'ils utilisent, c'est la même chose qu'ils ont essayé de faire avec Raymond Molina, c'est-à-dire c'est des fakes, c'est-à-dire c'est des captures de conversation. Ils ne sont pas capables de prouver, en fait, de sortir une capture de conversation qui montre que moi, Harold, je suis allé demander à travailler avec Samuel Eto'o-Fils. Il n'y a pas de capture de conversation qui montre, en fait, que j'ai fait cette démarche. Il n'y a pas de capture de conversation. La conversation qu'ils brandissent, c'est un individu qui dit que moi, je souhaiterais travailler avec, je souhaiterais avoir le numéro de téléphone d'une dame. C'est ça qu'il dit, en fait. Et si je veux avoir le numéro de téléphone d'une dame, ça ne prouve pas que je veux avoir ce numéro de téléphone pour travailler avec Samuel Eto'o-Fils. Et de deux, je n'ai même jamais souhaité avoir le numéro de téléphone de cette dame. Donc, il n'y a aucune, en fait, conversation, aucune preuve qui montre, en fait, que j'ai même eu l'intention de travailler avec Samuel Eto'o-Fils. Donc, c'est juste, en fait, des choses qui sont montées pour discréditer Samuel, pour me discréditer dans l'opinion publique. Donc, je dément formellement cela. Et même le monsieur dont la capture avait été brandie a fait une sortie pour préciser que moi, je n'ai jamais sollicité pour bosser avec eux. Voilà, alors Harold, peut-être en restant avec toi surtout sur cette question, excusez, hein, parce que ça va permettre à nos internautes et nos auditeurs de mieux comprendre la deuxième partie du débat après qu'on se soit fait une idée claire de chaque profil invité pour ce débat, en fait. Alors, je voudrais savoir, tu travailles, tu exerces aujourd'hui pour Naya TV, qui est un web média que j'affectionne particulièrement au regard de la qualité des contenus que vous proposez et surtout de cette vision panafricaniste. Et aussi un respect très particulier pour un aîné qui est M. Jean-Bruno Tani, qui est une valeur sûre du métier que nous avons choisi de faire et qui a été directeur de campagne de M. Samuel Eto'o. On sait bien évidemment que depuis cette aventure avec Samuel Eto'o, les sorties de M. Jean-Bruno Tani ne sont pas toujours très, très favorables ou bien très cléments envers Samuel Eto'o. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que tu es peut-être le bon petit du bon grand, comme on dit chez nous au Gabon? C'est une façon, de retranscrire le fait qu'un bon petit devrait toujours être prêt à défendre les opinions de son grand. Ça reste une culture, un langage purement accordé à la jeunesse gabonaise. Alors, est-ce que toi, aujourd'hui, Harold, on ne peut pas dire que finalement, tu es peut-être cette voix indirecte de Jean-Bruno Tani pour s'adresser à Samuel Eto'o au regard de ton engagement derrière cette action de dénonciation de la pédocriminalité dans le football camerounais? En fait, pour tous ceux qui me connaissent savent que je suis jaloux de ma liberté. Personne ne me contrôle, je suis jaloux de ma liberté. Et je ne peux pas être le bon petit de Jean-Bruno Tani, puisque je vous dis que lorsqu'il défendait Samuel Eto'o, lorsqu'il menait la campagne de Samuel Eto'o-Fils, j'étais contre lui. En menant votre enquête, vous allez voir que je faisais des sorties contre Samuel Eto'o-Fils et contre même Jean-Bruno Tani, qui était mon boss. Ouais. Et lui-même, il savait que j'étais contre lui. Donc, du coup, je ne peux pas être contre lui lorsqu'il est en position de force et pour être en quoi avec lui dans un second camp. Ouais. Donc, je suis en fait, c'est une démarche en fait juste pour la liberté. Vous avez cité notamment les associations pour lesquelles je suis investi. Je suis investi dans une association qui s'appelle SAVAS, une association qui signifie soutien aux victimes d'agressions sexuelles. C'est juste en fait dans la continuité. Ouais. Et si vous avez poussé aussi vos enquêtes, vous allez aussi vous rendre compte que dans le dossier même Martin Kamumine, je fais partie de ceux qui avaient porté le combat et la lutte contre Martin Kamumine pour qu'il puisse payer, en fait, ou bien pour qu'il puisse payer par rapport à ce qu'il avait fait. Ouais. Donc, en fait, c'est dans la continuité. Je m'inscris dans la continuité de mes combats. Je ne défends pas des personnes, je défends en fait des idéaux, en fait. Je défends des valeurs, je ne défends pas de personnes. Merci infiniment d'être des nôtres, Harold Cage. Allez, tout de suite, mesdames et messieurs, nous rentrons dans le laboratoire. J'espère que vous êtes suffisamment équipés pour cette chirurgie sans anesthésie que nous allons opérer sur le milieu du football africain en général et particulièrement camerounais. Alors, nous démarrons par l'analyse de la dernière enquête publiée par Romain. Je vais lire l'entête, on va dire en quelque sorte le chapeau de cette enquête qui est intitulée « Soupçons de pédophilie » et qui est « Sport, ton univers impitoyable, enfants prostitués et fétichisme, l'autre visage de l'académie Capé Foot ». C'est bien cela? C'est bien cela. Voilà. Alors, Romain Molina dit à l'entame de cette enquête, véritable institution au Cameroun, Capé Foot est l'une des plus importantes et prestigieuses académies de football d'Afrique de l'Ouest.
la voilà ébranlée par un scandale. Elle est suspectée d'avoir laissé commettre depuis le tournant des années 2000 des abus sexuels sur mineurs. Son fondateur, Kamdemgi Alain Di Capello, est accusé par plusieurs victimes présumées d'en être le principal instigateur. Alerté en mars 2022, la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, n'a pris aucune disposition. Sur quel fait vous vous êtes basé? Tu t'es basé, Romain, pour produire cette enquête déjà? En fait, quand tu parlais tout à l'heure du Gabon, lorsque l'an passé, je publie dans le Gardien le Gabon, une personne au Cameroun que je connaissais déjà m'a dit, tu sais, il se passe des choses similaires au Cameroun. Il me parle du Capello camerounais, donc Kamdem Galin et Abba Foussam. Et donc, je suis remonté, j'ai mis du temps à remonter quand même un peu, parce que j'essayais d'être discret. Et je me rappelle qu'au mois de mars, l'une des victimes de Capello, il y a longtemps, m'avait demandé est-ce qu'on pouvait voir et tout. Je lui dis, écoute, je sais pas trop, j'hésitais. Puis il me dit, écoute, moi j'aimerais alerter la FECAFOOT. Je sais que politiquement il sera peut-être jamais emprisonné, mais au moins qu'il puisse être banni du football par la fédération. Il me paraissait logique à ce niveau-là. Je lui dis, écoute, j'ai le numéro de Samuel Eto'o, je vais lui écrire. Donc j'écris à Samuel Eto'o, qui me répond plutôt avec un signe de bonne volonté. Hein. L'une des victimes me demande de transférer quelques audios à Samuel. Je transfère, etc. Et il me dit qu'une personne de sa confiance va contacter la personne qui n'a jamais été contactée. Donc je ne sais pas si c'est après le problème et qui a fait le problème à la FECAFOOT. Le seul point, c'est qu'à partir de mars, ils sont alertés. Et les audios sont très clairs. Et je pense, et là je parle sous contrôle de Karine et d'Harold, que toute personne à Bafoussam était au courant. Que ce soit dans le milieu scolaire et le milieu footballistique. Que c'est un secret de polichinelle, exactement comme avec le Capello gabonais, que quasiment tout le monde le savait. Donc en fait, si tu veux, après, je suis remonté petit à petit avec d'autres victimes ou autres personnes qui ont refusé les avances de Capello, qui a quand même fait énormément d'avances à plein de jeunes, notamment pour récupérer le sperme, parce que c'est l'une de moi qui m'a particulièrement choqué, c'est le trafic de sperme qui se fait. C'est-à-dire à vouloir récupérer, à vouloir même payer des prostituées ou des femmes pour aller coucher avec X ou Y en récupérant le préservatif pour ensuite lui donner. Je ne sais toujours, et ça c'est une des questions que j'ai, qu'est-ce qu'il fait avec tout ce sperme derrière? C'est une véritable question. Donc il y a encore plein de questions qui se posent, mais voilà en gros les faits. Et pourquoi on a parlé de la FECAFOOT, c'est que je ne comprends toujours pas quand Samuel Eto'o, qui, je le redis, on a posté les messages, on a copié, montre une bonne volonté manifeste au début, en disant qu'il irait chez le procureur avec ces victimes-là. Pourquoi derrière, il dit qu'une personne de sa confiance va contacter? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi personne de la FECAFOOT n'a contacté le jeune qui était prêt à parler et aller plus loin? C'est la question aussi. Voilà, alors, mais on se rend compte quand même que c'est depuis mars que tu as tenté de contacter Samuel et on serait tenté de dire qu'il était préoccupé par les activités, par la Coupe du Monde, mais c'était quand même en mars. Et aujourd'hui, personnellement, Romain, tu penses que Samuel serait en train de protéger ce réseau ou tout simplement la pédocriminalité au sein du football camerounais n'a pas été l'une de ses priorités de ces derniers jours? Déjà, j'aimerais prendre le problème au niveau mondial parce qu'on regarde que ce qui se passe au Cameroun, au Gabon et RDC, il y a eu pareil en France, il y a eu pareil en Islande, en Argentine, en Colombie, au Costa Rica, en Mongolie, dans le monde entier. Donc c'est pas un problème déjà. Il y en a qui me doivent non, c'est pas un problème africain, c'est un problème mondial. Et les fédérations ont souvent cette attitude de faire l'autruche, c'est-à-dire faut surtout pas intervenir et la FIFA souvent fait pareil. Donc ça c'est le premier problème. Maintenant manifestement c'est pas le problème de la FECAFOOT parce que comme l'a dit Karine, ça remonte depuis plus de 20 ans. Et si on remonte même les Capello, parce qu'ils sont plusieurs au Cameroun, Alain Wabo, il a quand même été sélectionneur jeune du Cameroun. Il était dans les pratiques aussi. Et il y a un troisième Capello de Douala qui a fui en Guinée équatoriale. Il est dedans aussi. Donc c'est-à-dire qu'il y a plusieurs, au minimum déjà, il y a au moins 3 prédateurs sur mineurs qui exercent depuis des décennies au Cameroun dans le football et personne ne dit rien. Et le véritable problème qu'on a sur Capello de Bafoussam, c'est qu'il a fait plusieurs clubs dans l'ouest du Cameroun, Feuchteux, etc., Panthère. Il y a eu des problèmes dans certains clubs là, hop, il part dans un autre club. Donc ça montre que c'est un système. C'est vrai qu'il a quand même, son mentor c'est Joseph Feuchteux, qui est aujourd'hui au bureau fédéral, qui a été nommé par Samuel Eto'o. Maintenant, te dire, est-ce que c'est Samuel Eto'o ou est-ce que c'est d'autres personnes de la FECAFOOT? Je ne sais pas. La seule chose que je sais, c'est que Samuel m'a dit qu'une personne devait contacter le jeune, qui j'ai donné le contact, et que ça n'a jamais été fait. Où ça a bloqué? Qui a bloqué? Aujourd'hui, je ne pourrais pas te dire. Mais à la FECAFOOT, il y a en tout cas, on a fermé les yeux sur la pédocriminalité, ça c'est certain.
Voilà, merci Romain. Alors, Karine, avec toi, Karine, je voudrais quand même, Romain, on pourrait estimer que Romain est un observateur peut-être éloigné au regard de sa position géographique, et ce qui pourrait remettre peut-être en cause pour certaines personnes les témoignages diffusés par Romain qui sont assez glaçants, ça c'est sûr. Mais toi, quand même, Karine, tu connais une autre réalité du terrain. Si je devrais te demander de me donner ton avis, comment est-ce que l'enquête de Romain est perçue au Cameroun et quel rapport tu établis entre cette enquête faite d'un journaliste d'investigation reconnu dans le domaine et les remontées ou alors les retours du terrain et même des réalités que tu as connues par le passé? Bon, disons que j'ai eu quelques retours, à moins des journalistes qui sont à Bafoussam, parce que j'ai exercé à Bafoussam bien avant de partir dans d'autres villes du pays, avant de quitter le Cameroun. Et ils ont un sentiment de honte. Certains me l'ont avoué, que mais comment est-ce que c'est quelqu'un d'à côté qui est très loin, qui vient justement nous faire savoir des choses qui sont sous nos nez. Et ce qui nous choque, c'est que toi, notre consoeur, tu le sais et tu mènes l'enquête toute seule. J'ai dit, ben, parce que tout simplement, vous êtes nombreux qui aimez ce qu'on appelle la mangeoire. On est journaliste avec Harold, on sait un peu comment ça se passe au Cameroun et je ne voudrais pas, pour quelque raison que ce soit, pour des personnes qui sont peut-être corrompues, de venir s'y agripper et qu'ils me gâchent complètement tout le travail qu'on a bas. Comme je l'ai dit, ma démarche est très simple. Il ne suffit pas seulement de dénoncer. Il faut aussi déjà être capable de savoir qu'on ne peut protéger ceux qui vont décider de témoigner, donc les victimes. C'est la raison pour laquelle depuis 2018, parce que moi personnellement, j'ai reçu des menaces par rapport à ce dossier de Capello. Je l'ai suivi pour la première fois en 2006. J'ai cru à une rumeur parce que personne ne me disait concrètement ce qui se passait. Les gens murmuraient. Mais en 2018, quand je suis revenue, parce que je passais justement à la télé pour faire la promotion, pas pour faire la promotion, mais pour parler de ce problème de viol infantile, où je parlais de mon cas et parler de mon livre, il y a beaucoup de langues qui se déliaient. Et quand je suis revenue à Bafoussam, je posais la question aux jeunes qui ont fait du foot, parce que moi, j'avais une envie de rejouer au foot le dimanche avec eux. Et c'est comme ça que j'ai réappris des choses. Je me suis dit, non, cette fois-ci qu'on en parle, ça peut plus être une rumeur. On entretient un peu une rumeur pendant tout ce temps. De 2006 à 2018, ça fait quand même beaucoup, ça fait un grand gap. Et donc, j'ai pris l'affaire au sérieux. Je suis allée rencontrer certaines autorités. J'ai posé le problème. Ils m'ont dit, écoute, sans preuve palpable, on ne peut rien faire. Sauf qu'il y a quelqu'un d'autre qui m'a appelé pour me dire, non, tu ne peux rien faire parce que c'est un réseau large, toujours une autorité. C'est un réseau large, il faut bien te préparer parce que sinon, ça va te prendre la tête. Et 3 jours après, j'ai justement commencé à avoir des appels anonymes. Donc, j'ai reçu, comme je disais, des appels anonymes qui m'interdisaient formellement de parler de cette affaire de Capello. Et donc, je ne pouvais pas, en ce moment-là, me permettre de mettre des personnes que je ne suis pas sûre qu'elles sont dignes de confiance sous le coup. Et je suis allée à l'Union africaine, j'ai échangé avec une cellule qui s'occupe justement aussi de la protection des enfants, qui s'appelle ACER. Ils m'ont dit qu'ils étaient sur un dossier aussi de viol au Cameroun, où c'est une autorité qui avait violé son enfant et la femme ne pouvait pas faire grand-chose parce que c'était eux le pouvoir. Et il fallait justement que ce soit eux externes, de façon externe, qui prennent en charge le sujet. Ils m'ont dit, voilà la démarche, tu vas essayer tant que tu peux de voir avec les victimes, celles qui pourront se décider finalement de parler. En ce moment-là, on aura de quoi porter plainte. Et en 2020, je devrais être au Cameroun normalement avec le problème de Covid. Ça m'a un peu fauché, je ne suis plus allée. Et après, on a eu presque 2 ans de Covid et tout. Et donc, je travaillais toujours en amont pour me dire un jour, je vais pouvoir me décider peut-être en 2023 qui commence et aller au Cameroun pour cette affaire. Et donc, du coup, quand Romain, il a ressorti le truc, j'ai dit, mais tiens, apparemment, Dieu est vraiment le Dieu des victimes est vraiment avec nous cette fois-ci. Je pense que c'est le bon moment de frapper fort
d'aller dans le même sens de Romain, de soutenir Romain dans la démarche, de voir toutes ces personnes, donc les Harold, ils sont nombreux sur la toile qui, justement, je sais qu'ils sont de bonne foi, je sais que c'est des personnes qui sont vraiment entièrement et dévouées à toutes les personnes vulnérables, et donc comme moi, donc c'est des personnes dignes de confiance. Pour ma part, donc je n'ai même pas réfléchi. Si je dois partager n'importe quelle information avec eux, je n'hésiterai pas parce que je sais que c'est des personnes fiables. Mais des gens qui étaient sur le terrain, je suis désolée de le dire ainsi, mais je n'avais pas cette même facilité à partager des informations avec ces personnes parce que j'ai travaillé avec pas mal et je sais qu'il y a souvent eu des choses que moi, je ne supporte pas particulièrement. Parce que pour moi, on ne m'achète pas. Il faut être quelqu'un de valeur. Comme je disais encore en amont, le capital humain ne s'achète pas. Je préfère me retirer, je préfère même mourir que de vendre mon âme, entre guillemets, ou alors de me faire passer pour ce que je ne suis pas. Non, je ne préfère pas. Donc il y a eu ce problème. Donc, Romain, c'est vrai, il est loin, mais ceux qui sont là, et ce qui me choque en plus, c'est que je ne pointerai pas beaucoup la FECAFOOT, moi, je pointerai le ministère en charge de la famille au Cameroun. Et c'est une dame qui est ministre. Je suis davantage brisée et meurtrie parce que Merci, Karine. Elle ne pourra pas me dire qu'elle n'a pas compris. Oui. Pardon? Je dis, on parlera des responsabilités, je vous le promets. Voilà, donc je voulais juste qu'on ne se focalise pas sur Samuel Eto'o et de la FECAFOOT parce qu'après, ils voudront toujours parler de ce qui les arrange. Parce que quand on parle de Samuel Eto'o au Cameroun, c'est comme si on a versé du pétrole sur des personnes, ça va de partout et puis on oublie l'essentiel. Moi, je n'aimerais pas qu'on aille trop dans le sens, c'est mon avis, hein, dans le sens de Samuel Eto'o, la FECAFOOT, oui, parce que on parle quand même du football. On pourra aussi parler de la FIFA, c'est vrai, mais j'aimerais aussi qu'on parle d'abord de la famille, des valeurs, des autorités en charge. Ouais. Voilà. Pour remonter le problème. Merci Karine Mambo d'être avec nous et surtout de nous permettre de tout comprendre sur cette question. Alors, Harold Kedj, avec toi, Harold, je voudrais quand même qu'on s'intéresse à ces témoignages glaçants diffusés par Romain. Et je profite d'ailleurs de l'occasion pour saluer tous ces influenceurs camerounais qui s'investissent pour amplifier ce message. Je pense notamment à l'artiste activiste général Valsero qui s'y est mis à fond, bien évidemment. Mais je voudrais qu'on s'intéresse à un aspect, Harold. On a vu après la sortie de général Valsero, suite à la publication de l'enquête par Romain, et suite également à son entretien avec Boris Bottol, une contre-offensive qui est née en fait. Aujourd'hui, je pense que en tant que journaliste, nous avons la capacité d'analyser et de décrypter certains faits. Et pour ce qui est de ce phénomène de pédocriminalité, moi, j'ai eu la chance d'être responsable de communication et speaker lors de la Coupe d'Afrique des Nations U17 de 2017 organisée au Gabon. Et j'ai eu le privilège de discuter avec beaucoup de jeunes de cette catégorie et qui me parlaient d'un phénomène Capello, qui existe réellement dans le football. Romain nous dira certainement pourquoi l'appellation de Capello quand on s'en tient au personnage de l'homme, Capello, à l'originel. Alors, pour vous aujourd'hui, pour toi, Harold, est-ce que tu penses que la sortie de Bernard Choutan, cet ancien international camerounais qui a envoyé des vidéos, certainement de démenti à Valsero après sa première sortie, et il a d'ailleurs promis qu'il devait faire une sortie lui aussi pour éclairer l'opinion. Le même soir, je lui ai envoyé un message pour lui dire qu'on attendait impatiemment cette sortie et que je prévoyais bien évidemment une émission allant dans ce sens et qu'on gagnerait et qu'il nous aiderait bien évidemment en faisant sa sortie pour nous permettre d'avoir finalement toutes les versions. Et malheureusement, je suis un peu dans le regret aujourd'hui de savoir que la sortie n'a jamais eu lieu, à en croire que je lui ai tellement mis de pression que peut-être il a décidé de renoncer, parce que je me souviens dans un des messages dans lequel je lui disais de faire très attention à ce qu'il aurait à dire lors de cette sortie, et finalement, elle n'a plus eu lieu. Est-ce que tu penses aujourd'hui, au regard de la proximité de Bernard Choutan et la FECAFOOT, même si il est important que nous puissions dissocier aussi la FECAFOOT de l'institution de M. Samuel Eto'o Fils, qui est l'ancien footballeur, l'ancien ballon d'or, l'ancien international camerounais et qui est aujourd'hui président. Est-ce que tu penses, Harold, qu'il y a une volonté de distraire l'opinion, comme le disait Karine,
afin de préserver ce réseau? Si on s'en tient à la sortie foirée de Bernard Tchoutan et la diffusion de ces vidéos qui ont été plus tard très vite démenties par un autre ancien sociétaire de ce centre de formation qui remet presque à nu la machination qui a été faite autour. Harold. Oui, comme disait en fait Karine, il faudrait qu'on trouve le moyen de dissocier cette affaire de l'Africafoot. Parce que sinon, on va tourner en rond et on ne va pas se focaliser sur les victimes. Voilà. Par rapport donc à Bernard Tchoutan, je veux d'abord préciser que moi, j'ai échangé avec Capello. Hein. Dès que j'ai fait ma sortie sur ce sujet, Capello m'a appelé au téléphone. Très bien. Pour me parler de ça et tout. Et j'ai eu quelqu'un au téléphone qui était très serein. Il était excessivement serein. Il semblait en fait savoir sur quoi il compte. Ça veut dire qu'il a des protections, il a des soutiens en fait à un niveau très élevé qu'on ne peut même pas imaginer. Ouais. Maintenant, comme il a vu que l'affaire prenait une certaine affaire, dans la communication, il se disait en fait que ça allait se tasser. C'est notamment cela qui justifie le silence aux premières heures de l'Africafoot et tout le reste. Ils n'ont pas communiqué dessus, ils n'ont pas parlé. Ils croyaient que ça allait se tasser. Mais ils ont constaté que l'affaire ne se tassait pas et que l'affaire continuait toujours à avoir de l'impact. C'est donc pour cela qu'ils ont donc mis en place en fait une riposte. Et dans leur tentative de riposte, ce qu'ils ont d'abord fait, c'est quoi? C'est qu'ils sont allés chercher des enfants, dont des victimes même, de Capello, pour leur demander de faire des vidéos suivant le même procédé, pour dire en fait que Capello est innocent, Capello n'a jamais procédé à ce genre de choses. Et le procédé, c'était quoi? C'était de brandir leur licence et de dire qu'ils sont sociétaires de Capefoot et que Capello n'a jamais fait. Lorsqu'on regarde ces vidéos, on se rend compte en fait que c'est le même procédé, c'est une dictée préparée en fait. Et des personnes qui connaissent même les bureaux de Capello ont même confirmé que ces vidéos étaient prises dans les bureaux de Capello, dans sa salle de sport. Et c'était même lui qui filmait les jeunes. Maintenant, dans leur tentative de riposte, ils ont mêlé à cela des anciens footballeurs comme Bernard Tchoutan. Étant donné que Valsero, l'artiste Valsero était un influenceur qui avait pris cette affaire en charge, pour manipuler Valsero, le rôle de Bernard Tchoutan était donc d'envoyer en fait les vidéos des démentis de ses enfants pour le manipuler ou bien pour s'aimer le doute. Pour s'aimer le doute en fait. Mais Valsero, très intelligent, il a donc su en fait que non, cette tentative en fait visait à le manipuler. Ils ne sont pas restés là. Ils ont essayé en fait de toucher tout ce qui était de près proche de ce dossier. Par exemple, Bernard Tchoutan, après cet échec, pour se rattraper, il a maintenant touché Karine Mambou qui est ici parmi nous. C'est-à-dire qu'il est allé sur la télé, sur le média le plus écouté au Cameroun, Equinox TV, pour dire en fait qu'il travaille avec Karine Mambou sur ce dossier depuis 2018, pour essayer de montrer qu'il a une certaine crédibilité et qu'il connaît le dossier, et pour nier en fait que de par sa maîtrise du dossier, il n'y a jamais eu de témoignage des enfants, allant dans le sens d'incriminer Capello, pour essayer en quelque sorte de blanchir Capello, mais en utilisant l'image de Karine qui, elle, abat un travail phénoménal sur le terrain. Vous voyez jusqu'où il allait. Et maintenant, suite à cela, Karine s'est donc sentie obligée, peut-être elle va parler, elle s'est sentie obligée de faire un démenti, un communiqué, pour démentir en fait qu'elle ne travaille pas avec Bernard Tchoutan sur ce dossier. Pour montrer en fait que, de leur côté, en fait, ils se disent que le but derrière, c'est de viser Samuel Eto'o-Fils. C'est ce qu'ils pensent. Mais ce n'est pas ça le but, en fait. Le but, ce n'est pas Samuel Eto'o-Fils. Le but, en fait, c'est qu'il y a quelqu'un ou bien un réseau pédophile qu'il faut neutraliser. Ce n'est pas Samuel Eto'o, la personne visée. C'est le réseau pédophile qu'il faut neutraliser. Mais eux, avec ce qui s'est notamment passé au Gabon, ils se disent en fait que si on touche le réseau, puisque d'après les informations qu'on a, le cœur du réseau est même implanté à l'Africafoot. Puisque, comme le disait Romain, Joseph Fetcheux est membre du comité exécutif de l'Africafoot. Il a été nommé vice-président des compétitions nationales et internationales. Et c'est le parrain de Capello, c'est lui qui protège Capello. Donc vous voyez donc que le réseau est au cœur de l'Africafoot. Ils se disent forcément que si on réussit en fait à démanteler le réseau, ils se disent que l'Africafoot doit tomber. C'est donc pour cela en fait qu'ils essaient en fait de nous distraire, de nous éloigner du sujet à chaque fois. On va essayer de monter des affaires comme ils essaient de monter sur Romain, comme ils essaient de procéder avec Karine, pour essayer de nous discréditer. Voilà. Alors, merci Harold. Romain, je voudrais savoir, Romain, on ne va pas revenir sur, peut-être, hein, en deuxième partie de cette émission, sur ces témoignages glaçants de ces jeunes. Romain, je voudrais savoir, nous avons écouté Karine, nous avons écouté Harold, et on est clair, et nous sommes unanimes sur le fait que le phénomène Capello existe au sein du football africain.
Ça, c'est clair. Le débat n'y est plus parce qu'il y a eu un Capello congolais, il y a eu un Capello gabonais et les mécanismes sont presque les mêmes. Et que ce soit des mécanismes opérationnels dans leur salle besogne ou tout simplement les mécanismes de riposte lorsque le problème est posé. Tout porte à croire que le schéma est le même et que la procédure également est pareille. Romain, pour toi aujourd'hui qui conduit cette enquête, quel est l'intérêt de la FECAFOOT, par voie directe ou indirecte, à vouloir protéger Capello, s'il est vrai, au regard des témoignages qui fusent et même des analyses, des enquêtes journalistiques que nous pouvons avoir, que le phénomène Capello est existentiel au sein du football africain. Quel serait l'intérêt de la FECAFOOT à protéger Capello? Je vais te reposer la même question. Pourquoi la Fédération française de foot a protégé en son sein des gens qui faisaient la même chose sur des jeunes filles? Pourquoi la Fédération argentine a fait pareil sur le coach j'ai moins de 15 ans? Pourquoi en Colombie, le patron de l'arbitrage pédophile, on le laisse faire? En fait, je te le redis, hein, c'est un phénomène qu'on retrouve dans plein de fédérations. On a l'exemple au Gabon. Au Gabon, on a quand même promu le Capello gabonais, sélectionneur des moins de 17, alors que tout le monde au Gabon était au courant de la fameuse présence d'esprit. Ouais. Capello administrait entre guillemets aux jeunes. Je pense que le véritable problème qu'il y a au Cameroun, c'est que contrairement au Gabon où c'était vraiment connu dans la société, au Cameroun c'était connu à Bafoussam, oui, mais j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de non-dits. Et je pense que la pelote, on va devoir encore tirer la bobine et qu'on n'est pas au bout de nos surprises dans le réseau camerounais parce qu'il est anormal que Capello soit autant défendu, autant protégé. Et pas uniquement dans le milieu sportif. On peut parler du milieu scolaire, on a parlé du ministère de la Famille tout à l'heure. Tous les appuis de Capello cachent quelque chose. Il y a aussi ce trafic de sperme, on ne sait pas vraiment encore à quoi il est dû. On rappelle qu'il y a plusieurs coachs déjà au Cameroun qui sont là-dedans, dont un a fui, excusez-moi, il était de Douala, il a fui en Guinée équatoriale, il se faisait aussi appeler Capello. Il y en a d'autres. Donc la question, c'est combien sont impliqués. Donc ça va nécessiter beaucoup d'enquêtes. J'attends également, je compare vis-à-vis de ce qui s'est passé au Gabon, en République démocratique du Congo. Est-ce que c'est normal qu'au Gabon, immédiatement les autorités, incluant la plus haute autorité du pays, le président Bongo, se saisissent de l'affaire avec le procureur de la République le lendemain, et on a vu ce que ça a donné, 6 arrestations, etc. En République démocratique du Congo, des enquêtes également sont actuellement en cours, 21 coachs sont probablement suspendus, et au Cameroun, rien. Ça pose aussi la question du ministère de la Justice camerounais, et du ministère des Sports, ministère de la Famille, aucune réaction. Alors qu'encore une fois, on l'a dit, je parle sous contrôle des gens qui sont également sur place, c'est un secret de polichinelle ce qui se passe à Bafoussam. Pourquoi l'État ne bouge pas? Ça me fait penser à la France. On a la même réaction en France. Donc c'est quand même assez effrayant parce que je vois qu'au Gabon et en République démocratique du Congo, les deux pays ne se sont pas comportés de la même manière. Donc ça me pose question ici à ce niveau-là. Voilà. Alors, pour les 5 dernières minutes que nous avons à passer dans le cadre de cette première partie de notre entretien, Karine, je voudrais me retourner vers toi. Pour toi, aujourd'hui, je te renvoie la question de Romain. Hein. Tu es sur le terrain, Karine. Tu connais peut-être mieux le terrain que nous. On a vu la dénonciation autour de l'affaire Martin Camus-Ming avec cette jeune demoiselle. Et bien, très vite, on le sait quand même hein, qu'il y a une forte lenteur administrative au Cameroun à cause peut-être de la forte dominance politique où l'administration est contrôlée par le politique qui est souvent beaucoup plus intéressé par les actions politiques que pour la conduite du pays. Ça reste un autre débat. Pour toi aujourd'hui, Karine, quelle peut être la principale cause du silence des autorités camerounaises et partant bien évidemment des autorités sportives, parce qu'on ne saurait dissocier, exclure la fédération de ce phénomène, parce que la fédération est la première institution garante du football camerounais. Et lorsqu'une pratique telle que la pédocriminalité est dénoncée au sein du football camerounais, et plus précisément à sa racine, lorsqu'on a une politique de développement sportif telle que celle présentée par M. Samuel Eto'o, on sait que le capital initial est cette jeunesse et on ne saurait la laisser dans la perdition. Mais malgré tout ce qu'on peut dire ici, la FECAFOOT reste quand même silencieuse. Karine, est-ce que tu essayes de comprendre quand même le silence à la fois de l'administration et même de l'instance fêtière du football camerounais? Ouais, ces silences sont violents, comme j'ai dit d'ailleurs à Romain. C'est un silence coupable fou qui fait peur, qui fait froid au dos. Mais c'est surtout un silence qui veut en fait affaiblir ceux qu'ils combattent. Et je dirais, nous ne céderons pas du tout. C'est un silence qui nous donne le temps pour voir comment est-ce qu'on va procéder
Ils nous donnent le temps pour voir si on va tenir, parce que c'est un réseau fort. Et comme c'est un réseau fort, ils savent que s'ils font tomber une personne, il y a des risques de tomber plusieurs. Donc, on se dit, on va d'abord les voir faire. Si on met autant de pression, et d'ailleurs, je compte sur vous, déjà qui êtes dans les médias internationaux, pour mettre autant de pression. Si on met autant de pression, je suis sûre qu'ils vont finir par 10 mots. Mais tant qu'on ne met pas de pression, ils vont laisser passer. Je le dis pourquoi? Parce qu'une chaîne nationale comme la CIA TV au Cameroun, qui est une chaîne nationale, qui est une chaîne normalement qui devrait protéger les enfants, devrait au moins envoyer des personnes sur le terrain pour comprendre, même si ce sont des rumeurs. Mais ni elle, ni toutes les chaînes privées n'ont fait le déplacement. Ça reste un problème de quelques individus qui pensent qu'on ne devrait pas abuser des personnes vulnérables. Donc, nous, on se doit de mettre nos énergies, nos moyens, nos forces, parce qu'on croit à un combat, parce qu'on s'est dit non, on peut quand même faire notre part dans le monde, il faut qu'on nous changeons quand même des mentalités. C'est un problème mondial. C'est un combat qui sévit partout et dans tous les secteurs d'ailleurs. Ouais. Mais nous ne devons pas faire la sourde oreille lorsqu'on entend des enfants qui crient, qui suffoquent. Et au Cameroun, c'est encore plus grave parce que si Capello, par exemple, violait des filles ou abusait des filles, je parie qu'aujourd'hui, on aurait déjà eu beaucoup de victimes qui seraient venues témoigner. Au Cameroun, c'est un peu plus différent parce que l'homosexualité, d'ailleurs, il est interdit. Les gens prennent honte. Donc, il y a les jeunes garçons qui veulent bien témoigner. Ils ont peur du regard d'autrui. Ils ont peur des menaces de Capello, de toute sa marmaille, parce que même le jeune qui a témoigné, il a été menacé pour revenir faire un autre démenti. Les gens ne veulent pas subir ce genre de cas. Or, c'est les mêmes autorités, au lieu qu'ils protègent les enfants, sont du côté de Capello, dans une salle, pour menacer un enfant qui a subi des atrocités depuis qu'il a l'âge de 16 ans. Aujourd'hui, il en a 43. Donc, c'est très grave, mais qui préfère encore, même quand il essaie de briser le silence, de le remettre, de le victimiser davantage. Il ne pense pas à la psychologie de l'enfant. Aujourd'hui, devenu grand, mais il est sensible. Il a besoin des soins psychologiques, mentaux. Il peut se suicider. Il se fiche pas mal de cela. Donc, leur procédure, en fait, c'est de nous museler. Je sais dire, oh, vous allez faire tout ce que vous faites sur la toile, vous allez vous calmer. Et après, ça va continuer. C'est pour ça que Capello, d'ailleurs, il est serein. Voilà. Il est très serein, il ne se dérange pas parce que le réseau est là. Mais nous, c'est que je dis, le ministère de la promotion de la famille, dont c'est une dame, on se doit de lui mettre la pression pour qu'elle demande des comptes au ministère de la Justice, pour qu'il puisse, même si on n'a pas de témoignage, faire une enquête sérieuse et ordonnée à ce qu'on l'écoute Capello, parce que Capello ne veut même pas donner une audience à quelqu'un. Aujourd'hui, à notre possession, nous avons des témoignages, donc il ne perd rien à attendre. C'est un coup de gueule que je dis. Et je suis décidée cette fois-ci à la découdre avec lui parce que 25 ans, it's enough. Voilà. Alors, merci. Alors, Harold, j'ai personnellement discuté avec certains joueurs qui sont professionnels aujourd'hui et qui ont été victimes du phénomène Capello et qui en témoignent. Eh bien, c'est pas nouveau, hein, parce qu'avant la sortie de Romain, il y avait eu l'international gabonais Chivas qui avait fait un témoignage dans une église où il évoquait l'affaire Capello, mais le silence demeure. Un silence qui peut s'apparenter un peu complice, Harold. Finalement, il y a des parents aussi, il y a des cas, j'en ai connu, dont les parents étaient informés, mais qui ont préféré garder le silence à cause du rêve international qui leur était vendu pour leur enfant. Est-ce que finalement, Harold, on peut dire aujourd'hui que la société camerounaise tolère, pour rejoindre ceux qui pensent que nos dirigeants sont à l'image du peuple, en fait, que nous avons des dirigeants que nous méritons, en fait. Est-ce qu'on peut dire que le silence des autorités camerounaises aujourd'hui est la retranscription de la tolérance du peuple camerounais face à ce phénomène? Le cas du Cameroun est vraiment très particulier. Pourquoi? Parce qu'au-delà même du silence des autorités, il faut qu'on note aussi le silence des médias. Depuis que l'enquête de Romain est sortie,
il n'y a pas un seul média qui s'est penché dessus. Même pas la presse écrite. Même pas, et pourtant, nous avons contacté les médias, hein, que ce soit les radios, les télés, etc. Nous avons envoyé l'enquête, mais aucun n'a eu le courage, en fait, d'aborder ce sujet-là. Donc, ça pose des questions. Ça pose des questions parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit les journalistes camerounais, ils vont peut-être attaquer Romain, ils vont dire que comment c'est quelqu'un qui vit, je ne sais pas où il vit, peut-être en Espagne, qui va venir nous dire ce qui se passe au Cameroun. Mais maintenant qu'il a débroussaillé le chemin, les médias ne prennent pas, ils ne se déplacent même pas pour aller sur le terrain pour mener l'enquête. Donc, au-delà des autorités, il faudrait aussi qu'on se pose la question pour le silence des médias. Maintenant, le silence des victimes, je peux un peu comprendre le silence des victimes parce que nous sommes dans une société africaine, il y a certains tabous. Des hommes aujourd'hui matures qui ont été abusés par un homme, ils auront du mal à parler parce que même la majorité des témoignages que nous recensons, c'est tout dans l'anonymat, c'est-à-dire les personnes requièrent l'anonymat. Et même lorsqu'il faut déposer des plaintes, les personnes ont honte, en fait, ont honte d'assumer qu'elles ont été victimes de Capello. Et globalement, en fait, c'est un symptomatique de la société camerounaise. On va dire que nous sommes dans une société globalement malade. C'est-à-dire que nous avons une société globalement malade et une société qui se ment à elle-même. La société est malade, la société se ment, on se complaît à vivre, en fait, dans le mensonge et dans la fiction. Et il faut aussi noter que le silence est aussi lié au fait que nous avons vraiment affaire à un réseau très puissant. Vraiment un réseau très puissant qui est même capable d'éliminer physiquement des personnes. Parce que par le passé au Cameroun, nous avons eu des journalistes qui ont perdu leur carrière, qui ont même été neutralisés juste parce qu'ils ont abordé des phénomènes de viol, de pédophilie. Il y en a même qui ont dû prendre le chemin de l'exil, pour dire qu'en fait, c'est un réseau très puissant et si nous remontons même le réseau, nous allons arriver même au cœur même du pouvoir. Cela peut peut-être justifier le silence de certaines personnes. Mais il faudrait que de notre côté, que nous puissions en fait continuer à batailler. Si au moins nous réussissons à neutraliser Capello et le réseau pédophile, ce sera un premier pas. Ce sera déjà un premier pas. Voilà. Merci infiniment, Harold. C'était tout pour la première partie de cette entrevue. Merci à Romain de rester toujours avec nous. Merci également à Karine Mambou, voilà, journaliste, écrivaine et entrepreneur. Merci. Mesdames et messieurs, si vous venez de vous joindre à nous, sachez que vous regardez le grand débat consacré à la pédocriminalité au sein du sport africain en général, football en particulier, et un cas spécifique, celui du Cameroun, dénoncé il y a quelques jours par le journaliste d'investigation international Romain Molinar, que nous avons le privilège de recevoir ce soir dans le cadre de ce numéro spécial. Marquons une pause, on se retrouve juste derrière pour la deuxième partie de cette chirurgie sans anesthésie au cœur du football africain.